Hey, salut les loulous, c'est Tonton Hunter. Aujourd'hui, j'ai un nouvel invité que vous n'avez pas encore vu sur la chaîne, puisque j'ai mon cousin Elliot qui est là. C'est moi. Il est venu, c'est bon, ça y est, la chaîne a explosé, nous avons notre premier stagiaire. Bon, bah du coup, c'est mon cousin. Voilà. Je me suis dit que ça pourrait être très intéressant de l'avoir sur la chaîne, parce que tu fais une licence de musicologie, c'est ça, et de métier du son en général. C'est ça. Donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Et puis pour une fois que sur la chaîne on n'a pas que des gars entre 30 et 60 ans, je me dis que ça changerait un petit peu de sang neuf dans l'émission. Ça peut ne pas faire de mal. Et puis ça va nous permettre aussi un petit peu de voir tout simplement tes influences, un petit peu ce qui t'a donné envie d'aller dans ce métier, et puis ton rapport avec la guitare tout simplement, parce que je pense que tu le sais, mais c'est plutôt une chaîne un peu orientée matos, geek un petit peu des amplis, des guitares. J'ai remarqué ça. Oui, c'est ça. Je pense que le fait qu'il y en ait quand même pas mal dans le studio, ça donne un peu un indice. Et l'idée, c'est que on a un tout petit contexte, c'est que t'es arrivé hier, pour ne rien cacher, et on a reçu une putain de guitare au studio, une Gibson Les Paul Custom de 1980. Donc plus ça va et plus on remonte dans le temps, on s'est dit que ça allait être un petit peu le prétexte, l'occasion un petit peu de la jouer, puis de se faire un peu plaisir autour d'une petite discussion, quoi. Allez, on regarde ça tout de suite. Transition incroyable avec c'est le générique et tout, c'est jingle. Allez. Il faudra donner un nom au gars qui met les jingles, mais vu que c'est nous qui les faisons au montage, ça perd un peu d'intérêt, quoi. Du coup, ça fait combien de temps que tu fais de la guitare à peu près? Moi, ça fait 6-7 ans que j'en fais, depuis que j'ai 12 ans. Ouais. J'ai commencé avec un pote, ça a gratouillé comme ça, et puis j'ai vite pris. Et puis j'ai continué, je me suis pas arrêté. T'as vite joué en groupe? J'ai joué en groupe quelques années plus tard, en arrivant au lycée, mais ça restait quand même une pratique autodidacte. Ouais. Donc jamais de cours? Non. Ok. Et du coup, oui, jouer en groupe, ça m'a beaucoup aidé pour apprendre, et ça m'a fait beaucoup évoluer. Ouais, c'est ce qui t'a fait progresser, tu trouves, en particulier? J'ai vu que t'étais vachement à l'aise dès que pour improviser notamment et tout, et puis même tu disais que tu composais beaucoup. Mm-hmm. Donc ça c'est cool. J'ai vu que tu me disais que c'était pas souvent finalement que tu bossais un morceau genre juste pour faire un cover ou pour un truc comme ça. C'est plus tu jouais quand tu trouvais comme ce matin quand t'as trouvé une suite d'accords, tu te dis ça pourrait faire une song et tout. Ouais. Ah ouais. C'est fou. Et est-ce qu'il y a un guitariste qui t'a vraiment donné envie de te lancer, ou je sais pas, de la zik que t'entendais quand t'étais peut-être plus jeune et qui t'a motivé à essayer? J'ai toujours un peu baigné dans cet univers-là, du rock, beaucoup de guitare. Hein, mes parents écoutent ça. Il n'y a pas vraiment d'artiste qui m'a donné envie de commencer. Okay. C'était plus le kiff de jouer et de faire des trucs de son côté. Okay. Mais après, il y a d'autres guitaristes qui m'ont donné, qui m'ont inspiré. Une fois que je m'y suis plus intéressé, Gary Moore, je cherche le prénom du guitariste de Queen. Brian May. Voilà, donc plein de super guitaristes. Tu t'es déjà mis du niveau dès le début, hein. Brian May et Gary Moore, ça va. Bon, ça arrivait après, mais ouais, c'était plus dans un second temps, quoi. Là, en plus, t'es plutôt bien tombé parce que la custom de 80, c'est un peu Gary Moore sur 20, quoi. Donc, c'est ça. Tu vas être dans ton élément. On a déjà un petit peu jammé hier, hein, pour être tout à fait transparent et tout. Et j'aime beaucoup, en fait, tout l'intérêt aussi, c'est ce qui a donné envie de faire cette vidéo. C'est que t'as vraiment un jeu qui est très différent de ce qu'on fait d'habitude sur la chaîne. C'est que tu disais que t'étais plutôt guitariste rythmique, et pourtant, il a soloté toute la journée hier.
j'ai montré une vidéo à un de mes potes qui me disait, bah ça va, moi j'aimerais bien être guitariste rythmique comme ça. Ça fait toujours plaisir. Et puis, t'aimes bien les trucs qui groove, t'aimes bien les trucs avec une rythmique très marquée et tout. C'est ça. Hier, on s'est fait un petit apéro et puis on s'est mis un peu de zik et je voyais que dès qu'il y avait une ligne de basse et une batterie un peu présente et qu'il y avait vraiment la grosse section rythmique, t'étais dans ton truc, quoi. C'est ça. Ça pousse. C'est vraiment, c'est ça qui t'a motivé aussi peut-être à jouer en groupe. Aussi, ouais. Peut-être aussi le fait que j'avais pas tout de suite les qualités techniques pour être solo. Ouais. Mais j'étais avec plein de très bons guitaristes, donc il y avait quand même un truc assez cool de chacun se complète un peu, chacun a un peu des jeux différents. Et puis c'est ce qu'on fait aussi à deux. Ouais, On c'est se ça. complète un peu. Mais je t'avoue que moi c'est assez rare. En fait, même avec mes invités, je joue assez rarement. On joue rarement ensemble. Souvent, on fait chacun un peu une partie et tout. Et c'est rare. J'ai encore un peu ce complexe. Et puis c'est aussi ça. Et je me dis que c'est aussi important d'en parler parce que on doit pas être les seuls. Le fait que pareil, que je suis autodidacte, mais par contre j'ai très très peu joué en groupe, fait que j'ai du mal à m'adapter à quelqu'un en temps réel. Il me faut toujours un peu de temps, un peu de latence. Et en fait, t'as un jeu qui est tellement carré, tellement rythmique que on trouve vite une tambouille à se mettre directement sur un truc, l'inspiration du moment, et c'est venu super rapidement. Déjà la fois dernière quand je suis venu chez toi, pourtant en plus là on peut pas dire que c'était question de matos. Là on a pris vraiment la petite SG qui traînait, la petite truc. On a branché un tout petit ampli transistor avec une fuzz. Quand il m'a dit attends, qu'est-ce que t'as comme disto? J'ai cette fuzz là, je me suis dit ah et puis en fait ça l'a fait super vite et tout. Ton frère joue aussi d'ailleurs, s'il passe par là, Tis, on te fait un petit coucou. Et t'as eu souvent ce leitmotiv là de voir jouer avec des gens avec qui t'as pas l'habitude et tout, de t'adapter rapidement, ou c'est un peu inné? Ouais, il y a un peu ça. Au lycée, t'es dans une classe, donc t'es amené à jouer avec plein d'instrumentistes différents, avec plein d'instruments différents. Et puis oui, c'est important de savoir s'adapter. C'est ce qui fait aussi un bon musicien. Ouais, ça Ça t'a boosté, quoi. Ça m'a boosté. Ça t'a vraiment boosté. Tant qu'on est dans le matos, etc., parce que on est tous un petit peu des enfants dans les magasins de jouets, hein, quand c'est ça. Est-ce que t'as genre une guitare ou un ampli, ou même les deux, que tu regardes encore assez souvent, je sais pas, soit sur des sites, soit et que tu te dis putain, si un jour j'ai le blé, je fais, ou est-ce que en fait ça t'intéresse pas trop? Tu regardes souvent des annonces et tout comme ça, ou en fait je regarde veux juste jouer? Pas tellement. Je me suis toujours dit qu'un jour je m'achèterais une belle Telecaster. Ouais. Quand même. Tu sors. c'est tout. Bon, d'accord. Ah putain, je croyais que c'était dans les gènes, et puis voilà. Non, Une télé. Une télé, parce que j'ai rarement joué sur des télés, et que j'ai déjà vu des lives ou des trucs comme ça où je fais ah oui, ça sonne quand même. Enfin, c'est plus l'impression que tu t'en fais qui te pousse là-dessus. Ouais, après c'est des genres musicaux qui sont différents, mais après il faut que je découvre plein de choses aussi. Ouais, c'est clair. Mais je suis pas hyper focus sur le matos. Sur le matos et les guitares, tout ça. Hier, on lui a quand même fait faire le petit tour de toutes les grattes ou presque du studio, et j'ai vu que t'accrochais quand même bien avec les Les Paul. T'as quand même un truc. Beaucoup les Les Paul. Et ça, comme tu disais hier, t'aimes bien le son chaleureux, etc. Là t'es servi. Complètement. Hein. On va vous en parler un tout petit peu plus, hein, même si on va pas rentrer non plus dans les détails à mort. Donc on est sur une Les Paul de 1980 en natural, ce qui en fait ne court pas spécialement les rues. C'est ce qui donne ce ton. Hello les petits loups, c'est Tonton Hunter. Je me suis dit qu'un petit point historique, ça pourrait pas faire de mal, parce qu'on a un petit peu oublié d'en parler. Vous savez bien, on était tranquille à la bonne franquette. Je me suis dit, des petites infos en plus, ça fait toujours plaisir. En plus, il y a une petite anecdote assez rigolote à vous raconter. Alors évidemment, là on vient de vous montrer la Les Paul Custom donc de 1980. Alors le natural, c'est vraiment une couleur qu'on voit très très rarement, une teinte qu'on voit très rarement. À l'époque, ça se faisait vraiment pas beaucoup, et en fait, vous allez voir, ça a été un peu une découverte un petit peu accidentelle. Donc quand vous voyez cette gratte, vous pensez forcément un peu à Mick Ronson, donc le guitariste des Spiders from Mars, donc le guitariste de David Bowie, principalement, qui a inspiré des tas de monde. Je pense notamment au guitariste des Sex Pistols, ce qui me fait assez rire, parce que la différence entre Bowie et les Sex Pistols, c'est quand même un petit peu, c'est un peu un gap, un peu infranchissable, et pourtant, voilà, c'est aussi pour ça que ce guitariste-là, celui des Pistols, s'est mis aussi à la custom, même si lui, il a choisi un modèle un peu plus blanc, Alpine White, etc.
Mais bon, voilà. Donc Mick Ronson est passé sur une natural, mais en fait, il y a eu toute une période un petit peu mystique, j'ai envie de dire. Donc à l'époque, la plupart des customs se faisaient en Black Beauty, donc le fameux noir avec la castillage doré. Et il y a un jour, probablement un jour de beuverie ou de substance un peu étrange, les gars se sont dit... Ouais, mais moi je veux plus de sustain. Et ça se trouve, vu que le vernis chez Gibson il est super épais, si on ponçait et qu'on grattait tout le vernis, eh ben on aurait vachement plus de sustain et le son il serait vachement mieux. Parce que, je sais pas comment vous dire, c'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Ouais. Et donc, bah, il a commencé à avoir une mode, tout simplement, de gars qui ont pris leur belle Black Beauty. En plus, bah, pour Mick Ronson, c'était vraiment à l'époque, années 60, etc. Donc, ils avaient des guitares, donc, pas des bursts, mais pas loin après, hein, entre 1960 et 1970 pour le coup. Et ils se sont amusés à gratter leur Black Beauty, à virer tous les vernis et à se dire tous les uns et les autres, ouah, comment ça sonne vachement mieux. Donc on saura jamais si c'était un mythe ou si ça a vraiment une base. Le truc c'est que bah il y a moins de pointure, donc il y a moins de choses qui viennent emprisonner les ondes et donc le son se diffuse mieux et forcément meilleur. Bon, voilà la logique. Je vous laisserai seul juge de la pertinence. Mais c'est pour ça qu'il y a tout un tas de guitares de cette époque qui se retrouvent, donc qui étaient des Black Beauty à l'époque, et ça vous pouvez le voir parce que du coup ça a gardé les contours de micro noirs et pareil pour ce qu'il y a autour du petit sélecteur. C'est comme ça qu'on les reconnaît notamment pour cette année-là. Et bah, donc vous vous rendez compte que tout a été gratté comme des ânes et ça finit avec cette finition naturelle parce qu'on voit le bois en dessous. Parce que généralement ça a été poncé, alors avec des niveaux de finition et de qualité assez aléatoires. Évidemment, vous vous doutez que si chacun a fait ça chez lui, tout le monde n'est pas passé par un super luthier. Donc voilà, voilà comment le natural a commencé. Puis Gibson s'est dit oh, en fait c'est peut-être pas con et ils ont commencé à en sortir d'époque. Et ce qui est assez drôle, c'est que si vous regardez la 1980 que je vous propose aujourd'hui, et bah ils ont gardé quand même ce petit détail. Donc les contours de micro sont noirs, pareil pour le sélecteur. Et à la base, il y avait aussi un pickguard noir qui est aussi une manière de les différencier. Et ça, pour le coup, sur celle-ci, il n'y est plus. Bon, c'est qu'un bête pickguard dimension Gibson, comme vous pouvez en trouver des millions à quelques euros. Donc voilà. C'était le petit point historique, ça me faisait marrer. Et puis bah, on parle rarement de Bowie sur la chaîne. Hein. S'il y a bien un groupe qui a su se réinventer et bah, offrir ses lettres de noblesse au rock'n'roll sous toutes ses formes, bah, quand même David Bowie et les Spiders from Mars, avec notamment bah, c'est le guitariste mythique hein, de l'album Ziggy Stardust et tout. Donc voilà, je vous laisserai aller jeter un œil sur son histoire. C'est un guitariste assez sous-coté et dont on parle assez rarement finalement. Et pourtant, il a créé des mélodies de dingue. Donc voilà, c'était le petit point historique du tonton professeur du passé et du futur. C'est plus très bien. Allez, bonne vidéo les gars. Bisous. Qui varie un peu selon la lumière. Là, je viens d'aller faire quelques photos dehors. Vous savez bien qu'avec les lumières du studio, je vais vous mettre un petit insert pour vous la montrer un petit peu plus, pour que vous la voyez d'un peu plus près. Dès que le soleil tape dessus, t'as un espèce de côté un peu parquet doré, tu vois, un peu miel comme ça. Alors que ici, elle paraît assez claire finalement. Et on voit bien ici la table. Hein, c'est quand même assez typique de cette époque-là. Donc le gros corps en acajou massif. Alors je peux vous dire que là pour le coup, on va être si on joue avec pendant 2-3 mois, on va être bien Zakk Wylde d'un moment. Et puis bah, le triple binding, hein, ça fait toujours son effet. Ce que j'aime beaucoup, c'est l'arrière. L'arrière, il est super nervuré et tout. Tu sens que celle-ci, c'est une player hein, complètement, donc elle a quand même pas mal tourné. Et je trouve que ça se sent aussi au niveau de la touche. La première chose que tu m'as dit, c'est waouh, la touche, elle est super confortable. Ouais. Bah, touche ébène de l'époque, hein, toujours donc forcément très dense. On sent qu'elle a été jouée, mais en même temps, elle est pas tellement marquée, à part l'arrière, etc. Mais je veux dire, les frettes, tout ce qui est frettes, etc. Elle n'a pas eu d'accident, donc la tête est intacte, ce qui fait toujours plaisir. Et là, tu vois vraiment l'assemblage d'érable, il est vraiment super beau, hein, je trouve, sur la tête et sur le manche. On est sur les excellents les micros Team Show d'époque. Donc elle est entièrement d'origine. C'est ce qui donne un peu le côté justement chaleureux que t'aimes bien. Quand on passe en clean, vous le verrez tout à l'heure, on a vraiment ce côté un peu velouté, velours tranquillou. Et puis bah je trouve que ça t'amène vite dans un côté bluesy quand même. Parce que t'as vraiment, comme tu disais, les bas médiums et les basses qui sont mis en avant et qui sont vraiment flatteuses. Ouais, ça gonfle un peu le son. Ouais, c'est ça. Là, pour le coup, elle a vraiment un son Quand vous regardez Les Paul dans le dictionnaire, vous avez vraiment ce son-là. Bah, toujours les petits les big block inlays que j'adore. Et tout à l'heure, pareil, il y avait le soleil qui se donnait dedans, il y avait des petits reflets violets et tout. Bon, bah, c'est là aussi où tu fais la diff. Maintenant, il y a quand même beaucoup de guitares, même assez chères, où t'as des repères qui sont en fait en faux nacre, etc., et qui sont en plastique. Et bah, forcément, les reflets sont
sont soit imités, soit inexistants tout simplement. Et puis ce petit diamant brisé, pareil, qui là devient tout violet avec la lumière du studio. C'est les Gibson des super années. Alors comme on en a déjà eu une ou deux sur la chaîne, on a eu une 89 il y a 15 jours, 3 semaines, même peut-être un mois, et qui était vraiment, alors là c'est là typé très très slash, donc vraiment un peu foufou, slash des débuts, un Appetite for Destruction. Là c'est dommage que t'aies pas pu la tester parce que j'aurais bien aimé que tu puisses voir le comparatif. Là elle avait beaucoup d'aigus. Elle avait des médiums super présents, bien percussifs, mais genre en mode les micros, t'avais l'impression que c'était du 28K parce que dès que t'allumais, limite ça te pétait à la gueule. Là pour le coup, t'étais obligé d'avoir un noise gate et tout. Alors que celle-ci, c'est beaucoup plus contenu. Les team shows, souvent c'est soit tout l'un, soit tout l'autre. Là, on est plutôt dans le côté un peu pas réservé parce qu'elle s'exprime, mais en même temps, ça t'arrache pas les oreilles, quoi. Je serais curieux de la brancher, ça on le fera peut-être dans une deuxième vidéo plus tard, dans le Silver Jubilee, qui lui aussi est foufou. La dernière fois quand on a mis le Silver Jubilee plus la 87 avec Edgy, je vous invite à aller voir la vidéo, parce qu'en plus vous l'avez bien aimé, donc je vous remercie aussi pour ça. Là c'est vraiment quelque chose qui la faisait s'exprimer. Celle-ci, on l'a branchée sur l'AMS, et on a trouvé un son tout de suite, on a bougé aucun bouton. On est tombé sur un truc tout de suite qui te donnait envie de groover, d'aller sur un blues des familles, et de soloter quand même, hein. Elle est à l'aise en rythmique, mais je trouve qu'elle est parfaite pour aller dans du lead classique, hein, la pentatonique tu connais. Ça fait plaisir. Vous avez la castillage, on voit qu'il a un petit peu joué, hein, tout simplement. Vous voyez au niveau des micros et tout, mais je trouve que ça lui donne du cachet, c'est cohérent avec tout. C'est clair que c'est pas le genre de guitare que t'achètes si tu veux vraiment un truc pristine, complètement case queen. Là, vous avez vraiment une guitare qui a probablement tourné, qui a, à mon avis, fait des concerts, mais qui a quand même été relativement dorlotée. Elle a des petits pains par-ci par-là, mais vraiment rien de très notable. Je trouve que c'est juste cohérent avec ses années, hein. Elle est donc 80. Quand même 46 ans parce que je suis très bon en maths et Wow. incroyable. Ouais. Et ce qui m'a fait sourire, c'est que la première fois que tu l'as vu, que tu as joué plutôt en clean, t'es allé lui mettre des rythmiques très funky plutôt. Et en fait, t'as fait un peu le total opposé de ce que j'aurais fait. Et c'est ça qui est cool, c'est là où on voit qu'en fait nos jeux, ils nous impactent vachement. Et la première chose que t'as fait, c'est aller taper de la rythmique plus même un peu latino et tout. Et en fait, quand on a regardé un peu, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait jouer ensemble, on n'a même pas à chercher plus de 2 minutes. Et à un moment, tu fais, attends, tiens, j'ai une backing assez sympa. Il la met, et là, on est tombé sur un truc Santana à bloc. On en fera un petit passage tout à l'heure. Je sais même pas si on mettra la backing ou peut-être tu feras la rythmique, on se débrouillera. Tout de suite, ça m'a emporté dans un monde merveilleux où il y avait la salsa et les quesadillas et tout. Vous emmenez à quel endroit? Mexique. Mexique? Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Des Mexicains. Et c'est vraiment un style de jeu que j'ai pas l'habitude de pratiquer, un style de groove. D'ailleurs, ce matin, avant qu'il se lève, je me suis remis sur ma gratte et je me suis tapé un autre Santana. Ça y est, il m'a contaminé. Et je lui ai dit, je te maudis parce que maintenant j'ai envie d'une PRS Santana et ça c'est très mauvais pour le portefeuille. Donc voilà, il va falloir l'acheter, hein, parce que maintenant j'ai de nouveaux achats en tête. On va pas pouvoir faire autrement. Du coup, tu disais que tu étais aussi sur ta licence donc de musicologie et donc métier du son, etc. Qu'est-ce qui t'a donné vraiment envie? Qu'est-ce qui t'a fait passer en gros de guitariste à putain, en fait, ce serait cool que j'en fasse mon métier? J'avais déjà fait des stages en troisième et en troisième dans un studio d'enregistrement où ils faisaient pas mal de choses. Il y avait aussi toute une partie vidéo, grand fond vert, tout ça. Ça faisait du montage, ça faisait de l'enregistrement, des pistes de chanteurs. Et j'ai fait, wow, en fait, c'est ça que je veux faire. Je veux créer des trucs et avec des gens, et voilà. Donc on revient vite au le côté compo, en fait. Ça ouais, créer des trucs, ça même si c'est pas de la compo, ça me fait kiffer. Et du coup, comme j'avais un profil plutôt scientifique. Le conseil scientifique en cours, ça matchait plutôt bien parce que la physique du son, tout ça, ça m'intéressait. Okay. Et donc j'ai fait un bac scientifique et après je suis parti à Rouen, donc dans cette licence qui mélange l'aspect plutôt musical, donc écriture, formation de l'oreille, tout ça. Avec beaucoup de matières scientifiques, électronique, maths, physique. Donc c'est vraiment le prolongement de tes études scientifiques de base, quoi.
et toute une partie plus dédiée aux techniques du son, donc prise de son, mixage. Donc c'est ça vraiment qui t'a motivé à aller là-dedans. Ce qui est assez marrant aussi, c'est que tu parles là vraiment des études forcément modernes, etc. Et pourtant, on a parlé depuis le début plutôt de blues, de trucs un peu funky et tout. Donc plutôt des influences avec de la musique pas super actuelle finalement. Mm-hmm. Et t'es aussi inspiré aussi par des trucs plus modernes ou c'est plutôt vraiment ça a aussi à voir avec ton style de jeu et tu te retrouves plutôt dans les trucs un peu plus old school? Par rapport à mon style de jeu, je pense que même si je joue des trucs modernes, il y aura toujours ces vestiges. C'est ta patte en fait. Ces vestiges un peu de funk, de jazz, de blues. Mais j'écoute pas que ça quand j'écoute de la musique et il y a plein de trucs récents que j'adore. Tu fais un mélange d'influences et tout. En ce moment, tu disais que t'écoutais pas mal Akon aussi. Ouais. Donc là, un peu plus côté plutôt un peu métal, donc. Ouais. Et t'as quoi d'autre en ce moment dans ta playlist? Muse toujours. Ouais. Toujours ça. D'un point de vue composition, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on peut que reconnaître le talent des Icos. Hein. C'est des compositeurs de dingue. Je suis pas giga client de tout ce qu'ils ont fait, mais par contre, là, à chaque fois que j'ai vu les dernières prods, c'est impressionnant de voir. Et puis pareil, le gars s'est quand même vachement réinventé à travers ses différents albums. Même au niveau gratte, hein, il faut tout son boulot avec les guitares Manson et tout, avec les pads, etc. Le mec essaie quand même d'aller repousser. Il va vraiment toujours dans l'innovation et il essaie aussi de rajouter ce côté à la fois dans le matos, mais toujours au service de ses créations. Ça, c'est super admirable. C'est vrai. Tu les as déjà vus en concert, non? Non, j'aimerais bien. Ouais. C'est vrai qu'ils passent pas énormément non plus. Pas énormément en Europe, mais ça doit à mon avis en live, même si je suis pas encore une fois un giga fan, je suis sûr qu'en live ça doit être une claque, quoi. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous les avez vus et voir si ça valait le coup, si vous avez été déçus et si oui, pourquoi. Mais bon, je pense pas qu'on ce soit décevant dans l'idée. À quoi tu t'attendais quand t'as vu cette petite Les Paul? Est-ce que ce qui s'est passé quand t'as joué avec, c'était ce à quoi tu t'attendais ou est-ce que t'as été surpris sur quelque chose? J'ai été surpris sur... À part le poids. Le poids m'a surpris beaucoup. Vraiment sur la chaleur du son. Je pensais pas que ce serait aussi velouté. Et c'était une bonne surprise. En plus, quand on a joué avec, il était vraiment en direct dans l'Alpha 50. Donc aujourd'hui, de toute façon, ça va être une pub AMS parce que à la fois quand on va être dans du clean, on va être sur un Alpha The One. Alors cette fois-ci, on a un petit peu brouillé les pistes puisqu'on va jouer avec 2 amplis à la fois. Donc il a fallu faire des choix au niveau des câbles. Et vu que je n'ai qu'un câble AMS, on n'a pas pu tout brancher dessus. Donc le clean ira, donc la tête AMS The One ira sur le câble David Labogan en Mamzer Fane. Donc là, c'est plutôt sur du V30. Donc c'est pour ça qu'on va avoir un son avec un petit peu plus de médium, un petit peu plus acéré, on va dire. Et par contre, quand on sera sur l'alpha, là on sera sur le câble AMS avec donc le creamback avec des basses très flatteuses et très proéminentes. C'est ce qui va faire plaisir. Quand t'as essayé celle-ci, donc hier, on l'a mis directement sur l'alpha et elle demande qu'à chanter. Hein. On sent le sustain. C'est pour ça qu'on parlait de Gary Moore tout à l'heure. Dès que vous faites une note, c'est bon, vous pouvez partir pisser, y a pas de souci. Aller boire une bière à la buvette du concert sans souci. Tu sens qu'elle est faite pour jouer en live. J'ai eu ce sentiment-là, même si elle est agréable à la maison, c'est pas ça. Mais t'as envie de voyager avec, même si il faut la porter. Mais, je trouve qu'elle a ce mojo un peu de allez viens, on va faire des trucs et ça va durer longtemps, quoi. C'est ce que j'aimais. Donc tu disais à part la chaleur, il y a d'autres trucs qui t'ont un petit peu. T'avais déjà joué sur une custom ou pas? Non. Donc là pour le coup, en plus je trouve qu'avec la touche ébène ça va vachement bien avec ton jeu parce que ça retranscrit parfaitement les côtés, tu sais, les rythmiques bien brillantes, bien claquantes. Et ce qui était drôle, c'est que je me suis dit, avec son jeu, il faut le mettre sur une strat. Et en fait, je trouve que c'est encore mieux d'utiliser la Les Paul avec, parce que ça la prend un peu à contre-courant. Et en fait, avec les basses, ça forme vraiment une patte audio qui c'est est pas du tout la même couleur. Ouais. C'est ça que j'aime beaucoup aussi, qu'on n'a pas avec une strat, c'est que même si tu joues un truc très claquant, comme tu disais, t'as cette base très, très chaude et en fait ça fait un son plutôt fat. Hein.
Bah ouais, et en fait, on s'est rendu compte que c'est pareil sans réglage, quand on a joué à deux directement, bah, on avait tous les deux notre place dans le mix, sans rien avoir à Ouais. bouger. Chose que moi j'ai un peu plus de mal avec les strats, parce que souvent, bah, les single coil me vont moins bien. Alors après, ça veut pas dire que c'est moins bien, mais en tout cas, ça correspond moins bien à mon jeu. Autant. Et ouais, voilà, ça me va moins bien à la barbe. Et là, bon, clairement, tu retrouves tes petits. Après, ouais, c'est vrai qu'on commence à avoir un peu l'habitude des belles customs sur la chaîne. Mais là, franchement, celle-ci, elle me plaît bien. Le son me correspond un peu plus. On sent donc c'est une 80. Pour la petite histoire, et puis vous savez bien que le tonton il est fan de Zakk Wylde, la première custom de Zakk Wylde, donc la fameuse Bull Eyes, la The Grail comme il l'appelle, c'est une 81. Donc vraiment même année, même production, il n'y a aucun détail technique qui change. Là tout de suite, moi j'ai retrouvé cette patte du son bien fat. C'est vraiment mur du son directement. Si vous lui mettez de la grosse disto, un peu de high gain, vous avez tout de suite de la grosse rythmique. À mon avis, dès que tu la down tune, tu dois avoir vraiment cet effet bulldozer qui ressort. Je pense que on fera une deuxième vidéo. Je vous l'ai dit, peut-être le test avec le Silver Jubilee, et je pense aussi toujours avec l'alpha, mais là avec je sais pas un drop pour histoire de voir si elle tient bien aussi les trucs un peu plus modernes, un peu plus rentre dedans. Et puis, bah, tu nous parlais du côté un petit peu chaud, un peu claquant. Je pense qu'on va te mettre un petit peu sur le One pour que tu nous montres un petit peu ce côté un peu clean qui fait un petit peu défaut par moment à la chaîne. Super, bah merci Elliot. Bon, tu peux la garder pour le moment. Ce que j'ai surtout remarqué dans ton passage, c'est que tu utilises vachement souvent ton petit doigt. Et c'est vrai que c'est un truc, surtout que tu dis que tu as 6 ou 7 ans de guitare, c'est un truc déjà vachement avancé et qui est pas toujours un réflexe quand j'allais dire, pas quand tu commences, parce que bon, 6-7 ans, tu commences plus, mais surtout que tu joues quand même très régulièrement. Mais c'est un truc qui t'est venu facilement ou c'est un truc que tu as dû bosser? C'est un truc que j'ai dû un peu travailler, mais c'est venu assez vite parce que harmoniquement, si tu veux rajouter plus de notes dans ton harmonie, t'es obligé d'utiliser tous tes doigts. Donc, Et donc, tu parlais d'harmonique, ça, de recherche harmonique. T'as aussi, du coup, bossé le côté plus théorie musicale et tout, parce que hier, il me parlait néerlandais, puisque il me parlait d'accords, de notes, de toniques et tout. Donc, malgré que tu sois autodidacte, t'as quand même creusé le côté vraiment théorie musicale et tout. Comment t'as fait ton apprentissage, du coup? D'abord, YouTube, Internet.
Tu regardes des tutos, des vidéos qui parlent de théorie musicale. Après, j'ai fait 1 an en école de musique, musique actuelle. Ouais, donc c'était quand même des cours quelque part. Donc j'avais des cours de théorie, donc c'était la formation musicale, donc avec du solfège en gros. Ok. Mais C'était pas des cours de guitare, c'était des cours de théorie. Ouais, c'est ça. Cours de théorie, et donc en musique actuelle, donc t'apprends plein de trucs sur le jazz, sur le blues, comment on fait des suites d'accords, comment on fait des accords, voilà. Et puis c'est venu compléter un peu cette base-là que mes cours en licence, où il y a quand même une grosse partie de théorie, notamment dans l'écriture. Okay. Parce que là, on ne demande plus de composer, mais du coup d'écrire, et donc avec des règles précises. Okay. Et voilà, faut pas. Et là, c'est par genre, par style, etc. Ou c'est un peu tout mélangé? C'est plutôt classique ou même baroque. Tu fais comme Bach a fait. D'accord. Et voilà. C'est la reproduction de style selon un truc ou et en fait, est-ce que tu décomposes du coup? Il décompose une œuvre pour te montrer comment c'est foutu et après c'est à toi de faire à peu près. Non, pas tellement. En fait, on te dit les règles que t'as le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça. Ok. Et après, on te donne par exemple, voici une mélodie, mets l'harmonie en dessous et mets les accords, mets la basse. D'accord. Et voilà. Ouais, donc toi, après, pour ta composition personnelle, tout ça, c'est des outils qu'en fait, on te donne une espèce de boîte à outils, et après, c'est toi qui t'éclates avec pour faire tes trucs perso, quoi. Ouais. Bon, écrire comme Bach, ça m'aide pas beaucoup, mais tu pourrais faire des pièces classiques. Mais ça aide quand même à comprendre certaines influences. Quand t'écoutes Mathieu Bellamy, oui, tu la sens, l'influence classique. Ouais. Et tu comprends un peu mieux d'où les choses viennent. Et ça, même si tu t'en sers pas, t'as quand même ça à l'esprit quand tu composes, et c'est un plus. Ouais, vraiment, toi, tu le sens sur ta... Et du coup, vous avez aussi des cours de MAO, j'imagine, ou ça aussi, c'est plutôt quelque chose que t'as bossé, toi, de ton côté? J'avais ça en musique actuelle, en école de musique, puisque du coup, tu pouvais appliquer les trucs qu'on t'avait appris sur un logiciel de MAO. Ça, c'était super bien. Ouais. Et en cours, il y a pas de MAO, c'est plus du mixage. Okay. Donc voilà comment a été fait la prise. Souvent c'est des trucs que tu as fait aussi en cours, donc tu apprends un peu les deux parties. Et puis comment on va faire pour améliorer les pistes, pour les nettoyer, pour que le tout sonne harmonieusement, quoi. Ouais, c'est ça aussi que j'ai bien aimé quand on a discuté ensemble, c'est que quand on parle de musique, etc., tu parles de couleurs musicales et tout, et c'est vachement représentatif, on comprend vite là où tu veux aller, quoi. Ouais. D'ailleurs, pour ce stage, donc, ce sera Elliot qui mixera les voix et la guitare et qui a aussi mis les micros, etc. Donc, voilà, si le son est mauvais, c'est sa faute. De toute façon, on le sait, hein, c'est toujours la faute des stagiaires, ça c'est bien connu. Écoute, merci en tout cas de participer à cette petite vidéo. Ça fait plaisir. Et puis, on va se faire un petit jam à l'ancienne, tranquillou. On va voir sur quoi on va partir. Peut-être un petit peu tout dans l'ambiance de ce qu'on a fait hier. Et puis, on finira par un petit côté high gain, parce que merde, on est quand même chez Tonton, et chez Tonton, vous savez bien que à chaque fois qu'on joue, la barbe pousse d'1 ou 2 centimètres. Voilà, c'est pour ça, il faut partager les vidéos. Plus vous partagez, plus votre barbe, elle augmente, même chez les femmes. Ça, c'est un petit peu le point négatif. Bon, voilà, il peut pas y avoir que des bons côtés. Allez, on va se faire plaisir. Donc, pour vous, c'est tout de suite, on va un petit peu tweaker et réduire nos niveaux.
Et voilà, on vient de se faire un petit jam sur une backine un peu justement un peu festive comme ça. Ça fait du bien de me mettre un peu dans le groove. C'est vrai qu'à force de faire des trucs un peu agressifs, on oublie un petit peu de ce petit côté bien cool où tu remues du popotin. Alors du coup, t'as pu rejouer un peu avec la Les Paul. Ça va, toujours en amour. Toujours. Ça va, et puis même avec l'autre qui est aussi un caractère un peu différent, c'est ce qu'on disait, elle se complète quand même plutôt bien finalement. Donc ouais, ça fait plaisir. En tout cas, merci d'être venu nous expliquer un peu ton parcours et puis d'être venu jammer avec le cousin. Merci beaucoup. Pour lui, c'est pas le tonton, c'est le cousin du coup, plutôt. Écoutez, merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Merci aussi parce que ça y est, on a dépassé plus de 3000 abonnés. Je crois même qu'on est à 3100 et des brouettes. Ça ne fait que grimper. Ça y est. J'ai vu que la vidéo sur l'ampli de Zach vous avait bien plu aussi. Hein. On a été relayé quand même par tous les créateurs de la marque, notamment David Caron. Donc ça fait super plaisir d'être un petit peu validé par des gars qui entraînaient juste avec Zach et avec Dimebag, quoi. Donc forcément, c'est quelque chose qui veut dire beaucoup pour un fan comme moi. Et puis bon, on s'est bien éclaté, ça fait du bien d'aller sur des horizons. C'est un peu ça aussi l'idée des bonnes guitares, c'est qu'elles te donnent envie de bouger, de sortir un peu de ta zone de confort. Et ça te fait aussi aller voir, rajouter des petites couleurs à ta palette, et ça me donne envie de continuer un peu dans ce style de temps en temps. C'est vrai que pour le coup, Santana, c'est vraiment, il symbolise un petit peu tout ça, hein, le côté justement un peu hispanisant comme ça, avec des gammes qu'on n'a pas forcément l'habitude de travailler. Et ça fait du bien. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin ou quelque chose dont tu veux parler? Merci beaucoup déjà pour, je t'en prie. Pour la jam et tout ça. Et puis, faites de la musique. Ouais, faites de la zik, faites-vous plaisir. Encore une fois, hein, vous savez bien que moi j'ai pas l'habitude justement de jouer avec des gens, ça m'a fait super plaisir. Il y a vraiment aucun autre moyen que de bien progresser. Je pense qu'il va falloir que je fasse ça un peu plus souvent pour level up un petit peu, puis travailler un peu mon sens du rythme qui parfois est un petit peu taquin, on va dire. Et puis voilà, j'espère que ça va passer un bon moment. C'était Tonton Hunter et Elliot. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et si cette petite Les Paul 80 vous plaît, vous savez où me joindre, Hunter Ravnica sur les réseaux. Et puis, normalement, vous devriez arriver à me trouver. Allez, à bientôt. Ciao.